bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Éléonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous suivre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 avril 2022 et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Louis-Paul Caron. Salut Louis-Paul. Salut, bonsoir à tous. Qui va nous parler de son parcours, de ses œuvres et de ses projets NFT et de son actualité brûlante. Donc comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room et puis bien sûr rester jusqu'à la fin pour nos petites surprises habituelles. Je vais passer comme d'habitude la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine. Oui, là, l'actualité, je suis littéralement aux anges pour cette actualité parce que, vous le savez, depuis 1 an maintenant qu'on fait ce podcast, j'explore la façon dont les galeries d'art contemporain vont pouvoir rentrer dans le monde des NFT. Et alors là, qu'est-ce que j'apprends? Que un des plus grands artistes du monde, qui est Takashi Murakami, va exposer dans la plus grande galerie du monde, qui est la galerie Gagosian, à New York. Enfin, Gagosian a 12 ou 15 galeries de par le monde. Takashi Murakami va faire une exposition à la fois physique et digitale, et bien sûr des œuvres physiques qui vont être liées à des NFT digitaux. Et donc ça, c'est génial parce que Murakami lui-même dit: je vais proposer des peintures et des sculptures dans cette galerie qui vont être directement inspirées de mes NFT, donc de mon art digital qui a été vendu en NFT. Alors il s'agit de 2 collections. Il y a la fameuse collection Clone X qui a été faite avec une start-up qui s'appelle Artefact. Start-up qui a d'ailleurs été rachetée par Nike parce qu'ils se sont fait connaître en faisant des baskets virtuelles. Bon, bref. Et donc, Murakami s'est associé avec eux pour faire une collection de personnages digitaux qu'on appelle des clones X. Et alors, ce sont des personnages absolument magnifiques qui sont faits en 3 dimensions. On retrouve tout l'univers du peintre Murakami. Et puis, on retrouve comment typiquement les traits caractéristiques des collectibles NFT aussi. Donc il y a un mélange des 2 genres. C'est absolument superbe de faire ça. Et alors j'ai vraiment hâte de voir quelles sont les peintures et les sculptures qui vont sortir de ça. Et en plus, à chaque fois dans ce podcast, on évoque la possibilité toujours de relier le physique et le digital et non pas de les opposer. Et là, le peintre Murakami, c'est ce qu'il fait en fait. Il dit, voyez, je suis un créateur de physique, d'œuvres physiques, mais je suis un créateur digital aussi. En plus, il fait des collaborations avec des marques dans le physique, on sait des marques de luxe comme Vuitton, et des marques dans le digital comme Artefact, qui maintenant s'appelle Nike Artefact d'ailleurs. Et donc ça, c'est une des séries qui vont être montrées chez Gagosian. Et puis, il y a une deuxième série dans l'autre galerie Gagosian de New York, parce que Gagosian fait les choses en grand. C'est la série des fleurs. Et tout le monde a vu ça, ces fleurs. Murakami s'est fait connaître du grand public avec une grande expo au château de Versailles il y a quelques années. Et alors, il avait tapissé toute une pièce de Versailles de ces fleurs multicolores avec des pétales de toutes les couleurs. Et au milieu, on dirait une tête d'émoji avec un grand sourire, avec des grandes dents, etc., des grands yeux. Et ça, c'est une série de NFT qui sont sortis il y a quelques temps, d'ailleurs, pas longtemps, quelques semaines, qui ont fait un carton évidemment. Et il va aussi proposer des sculptures et des peintures en fonction de cette collection de NFT. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'appelle tous mes amis à New York pour leur dire: allez absolument voir cette expo, faites-moi des photos. Je veux savoir comment le peintre va proposer quelque chose de physique en fonction du digital. Et non pas l'inverse, parce qu'on a l'habitude, il y a quand même des artistes contemporains, je pense à Daniel Arsham, je pense à Jeff Koons aussi qui va lancer sa série. Mais en fait, eux partent de leur univers physique pour développer des choses en digital. Et là, je vois Murakami fait l'inverse. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais regarder ça de près. Pour vous dire que pour l'instant, on n'a pas d'infos, justement. Je pense qu'il y a une espèce de FOMO qui est en train de monter sur cette exposition. Pareil, c'est comme les collections NFT, on lance ça avec du FOMO. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a des heures de drop bien précises. Et là, j'espère que
J'attends de savoir quelle va être la date exacte, qu'ils vont dropper la date de l'exposition, comme on dit maintenant. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je trouve que ça y est, ça commence à se débloquer. Tout ça a été très timide. L'art contemporain rentre timidement, je trouve, dans les NFT. Mais là, maintenant, je pense avec cette exposition, ça va donner un signal très fort à tout le monde de l'art contemporain en disant, vous pouvez, avec vos artistes, faire quelque chose de très fort en physique et en digital, et surtout de ne pas opposer les deux. Voilà, de marier les deux, le monde physique, le monde digital, très important. On le répète tout le temps dans notre podcast. Et j'en rajoute une couche. Et voilà, à suivre donc. Je vous en dirai plus dès que j'ai des photos, dès que j'ai des dates. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, quel suspense, tu nous as mis l'eau à la bouche là, Benjamin. On a trop hâte. Mais effectivement, c'est rare que l'inspiration se fasse dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'un artiste décide décliner, de s'inspirer de ce qu'il a créé en numérique pour faire des œuvres physiques. Mais ça va nous faire un sujet de discussion avec Louis-Paul par rapport à son exposition actuelle. Mais avant d'en arriver là, je vais passer la parole à Florent pour le mot crypto de la semaine. Qu'est-ce que Yes, tu nous as choisi, merci. Florent, cette semaine? Merci Léo, merci Benjamin pour cette belle actu. Cette semaine, on va parler des Diamond Hands, parce que c'est un terme très important, mais qui voilà, a pas forcément de traduction en français. Donc Diamond Hands, en fait, ça se référence enfin on pourrait le traduire par main de diamant ou main qui tient des diamants, et ça fait référence en fait aux investisseurs, aux collectionneurs qui, peu importe les conditions de marché, que ça soit à la hausse ou à la baisse, vont garder leur actif parce qu'ils croient sur le long terme, parce qu'ils voilà, ils collectionnent par passion et pas par spéculation. Et donc, en général, les Diamond Hands, c'est les deux emojis, donc du diamant et de la main, et en fait, qui reprend un peu l'analogie de la création des diamants qui sont faits sous des conditions extrêmes. Donc, c'est un peu cette analogie-là. Que je trouve assez fun, et donc voilà, en général les Diamond Hands sont plutôt respectés dans la enfin dans la communauté NFT et même crypto, parce que c'est eux qui en fait font en sorte que l'actif se reste enfin a une bonne valorisation dans le temps, parce que justement les gens c'est l'opposé des paper hands, donc les mains de papier qui vendent dès qu'il y a un peu de FOMO ou de FUD justement, qui vont vendre leur actif sous n'importe quel prétexte. Et ça crée du coup plus d'offres sur le marché, donc ça fait baisser le prix de la collection ou de l'œuvre. Et donc voilà, les Diamond Hands sont souvent bien respectés, et c'est un terme assez important. Donc voilà, c'était le mot de la semaine. Alors, génial, tu vois, j'ai appris plein de choses. Et je ne doute pas que je ne serai pas la seule. Donc, merci beaucoup, Florent. Et pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire FOMO et FUD, eh ben, je vous renvoie à nos épisodes précédents où tu avais évoqué ces deux termes-là. Eh bien, nous allons pouvoir passer à l'interview de Louis-Paul. Donc, tu es familier de Clubhouse, j'imagine, Louis-Paul, hein, tu sais te mute, unmute, tout ça. Ouais, Donc, bienvenue dans l'art du NFT. merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais? Voilà, très rapidement, on rentrera dans le détail après. Ouais. Alors moi, je suis artiste 3D. Donc en fait, je fais principalement des portraits, des compositions en 3D. J'habite à Paris, j'ai 26 ans et je suis assez jeune artiste. En fait, ça fait 2 ans que je suis artiste vraiment. Parfait. Comme ça y est, on peut te situer. On va prendre le temps de revenir sur ton parcours. Alors, comment on arrive à 24 ans à devenir artiste? Est-ce que c'est une vocation de toujours? Est-ce que tu as grandi dans une famille d'artistes? Ou est-ce que, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'aussi loin que tu veux remonter? Ouais. Bah alors c'est pas une vocation de toujours forcément, mais en tout cas j'ai toujours eu un peu cette sensibilité artistique. Depuis que je suis enfant, j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre. Je fais à côté de l'école des ateliers, j'ai pris des cours aux beaux-arts, je fais de la sculpture, de la peinture. Et j'ai grandi aussi un petit peu dans les musées, parce que mes parents sont très sensibles à l'art. Ils sont pas artistes eux-mêmes, mais ils sont un petit peu collectionneurs. Enfin, ils ont en tout cas des tableaux à la maison, ils sont des amis artistes. Tu as grandi Donc, à Paris? non, j'ai grandi en Normandie, à Rouen. Ok. Et donc, tu avais quand même accès à des musées où il Ouais, paraît qu'il y a des trucs hors de Paris. bah, Rouen, justement, c'est une des villes où il y a le plus de musées en province. En plus, c'est un peu berceau de l'impressionnisme, donc il y a toujours un petit peu
cette tradition de la peinture. Et j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc je suis allé un peu partout en Europe, en Italie, en Grèce, aux États-Unis. Et à chaque fois, mes parents m'emmenaient dans les musées. Donc en fait, j'ai grandi un peu entouré d'art. Et et t'aimais ça quand t'étais petit, aller dans les musées? Parce que souvent les enfants aiment pas Ouais, trop. j'aimais bien. Ouais, Ouais, pour le coup, t'étais j'aimais bien. sensible dès le Mhm. début. Bah, surtout quand on allait dans les très grands musées, je sais pas, quand on allait en Italie, quand on allait au Vatican, qu'on voyait la chapelle Sixtine, les très grandes peintures comme ça, c'est toujours impressionnant. Oui, j'imagine que tes parents aussi, s'ils t'ont amené dans les musées, c'est qu'ils devaient t'expliquer les œuvres, certainement, je pense. Ouais, aussi, ouais. Ouais, bien sûr, de comprendre ouais, toute l'histoire des œuvres. Rapidement, en fait, j'étais intéressé par l'histoire de l'art, même dès le collège et un peu plus au lycée. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi au lycée, parce que j'ai fait un lycée général, scientifique, mais j'étais quand même dans une classe d'art plastique où j'ai pu un peu plus expérimenter. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du cinéma, et plus particulièrement du cinéma d'animation. Et donc en fait, quand j'ai passé mon bac, j'avais une option d'art plastique. Et j'ai commencé à faire Enfin, j'ai fait un premier court métrage d'animation en dessin animé. Et donc ça, en fait, c'était le début. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que... Pendant ton année de terminale, t'as eu le temps de Ouais, c'est faire ça. un court-métrage, donc t'as pas beaucoup dormi. Bah, ouais, je crois que je préférais faire dessiner plutôt que de faire Des maths. des mathématiques. Donc en fait, t'as répondu à la question que j'allais te poser, c'est-à-dire que c'était de l'animation dessinée à ce moment-là. Ouais, T'es- ouais, complètement. Ouais, c'était vraiment. Enfin, en plus, j'étais complètement amateur parce que quand tu es dans un lycée général, j'avais pas de cours d'animation. Donc, je me suis vraiment dit, bon, bah, je sais que c'est à peu près image par image. Je vais bidouiller un truc avec des feuilles papier, des photos et Photoshop. Et, euh, et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à faire quelque chose qui bougeait un peu. La bonne vieille technique du calque, c'est ça, on dessine un par un Ouais, c'est ça. Et il faut, en fait, c'est 24 secondes 24 images par seconde, c'est ça, l'œil humain. Ouais, Et donc, il faut faire en théorie 20 dessins pour une seconde, en ouais, c'est théorie. ça. On peut faire jusqu'à 15 images parce que franchement, c'est très long et très laborieux de dessiner image par image. Donc jusqu'à 15 images, c'est un petit peu saccadé, mais ça peut passer. Et comment ça a été reçu ce premier court-métrage d'animation? Bon, j'avais eu une bonne note au bac, mais en soi, c'était un jury assez conciliant vu que j'étais dans une filière scientifique. Et toi, comment tu l'as reçu? Qu'est-ce que tu t'es dit, je veux continuer là-dedans, Ouais, moi je veux me lancer dans l'animation? ouais, ça m'a beaucoup plu. Et en fait, le cursus un peu classique pour faire de l'animation, c'est d'intégrer les arts appliqués. Et en fait, j'avais aussi cette hésitation entre aller plus vers les beaux-arts ou les arts appliqués. Mais on m'avait dit, et je pense que j'avais senti ça, que c'était un peu plus professionnalisant et que j'avais plus de chances d'avoir un métier un peu plus stable si je faisais art appliqué que beaux-arts où j'étais complètement artiste. Et donc là, ça peut être, ouais, on peut être dans une situation compliquée. Ouais, puis c'est hyper angoissant. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en terminale? Tu te dis, ok, j'imagine que tu avais un peu anticipé parce que l'orientation en terminale, ça se décide pas après le bac, mais tu décides de te lancer là-dedans, donc dans les arts appliqués? Ouais, ouais. Donc là, j'intègre ce qui s'appelait une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué. C'est une année de prépa en quelque sorte, pour après pouvoir intégrer tous les cursus d'art appliqué. Et donc là, en fait, je découvre un monde complètement nouveau, parce que moi, j'étais très beaux-arts, le côté vraiment artistique, et pas du tout art appliqué, design produit, graphisme, espace, architecture. Je connaissais très mal. Et donc j'ai découvert plein de choses intéressantes. Et au final, à la fin, j'ai pas continué vers le cinéma d'animation, mais vers le design produit. Donc Ok, c'était assez différent. c'est très éloigné quand même. Ouais, ouais, mais je suis assez curieux, donc en fait, j'avais un petit peu de sensibilité aux matériaux, au fait de faire quelque chose de physique, le fait d'aller dans un atelier, de construire des choses. Donc je demande design produit et je me retrouve à l'école Boulle, donc qui est une école à Paris qui est très connue pour l'artisanat et notamment pour le bois. Ouais, connu depuis Louis XIV, je crois, hein. C'est à l'époque Ouais, où. c'est ça. Ouais.
Mm, mm. C'est l'école mondialement connue pour oui, la menuiserie, tout ce qui est artistique autour du bois et La marqueterie. la Ouais, marqueterie. exactement. Exactement. Et en fait, dans cette école, j'apprends à faire de l'objet, à faire des maquettes, à travailler la matière et connaître la technologie. Mais surtout, ce que j'apprends et ce qui m'intéressera le plus et ce qui va rester, c'est raconter des histoires avec une création, avec des planches d'ambiance, avec de l'image. Donc en fait, c'est vraiment créer tout un univers autour d'un C'est les objet. mood boards en fait qui t'intéressent. Ouais, C'est c'est là que ça. tu t'éclates. Ok, marrant. Ouais, c'est vraiment le côté mood board, toute la phase en fait de recherche avant où il faut créer, il faut chercher un petit peu des images à droite à gauche d'inspiration. Euh, parce que parce qu'en fait, je pense que c'était aussi relié à l'école Boulle qui n'était pas vraiment technique, mais plus côté artisanat, donc un peu plus sensible, un peu plus artistique que vraiment industrie. Ouais, vas-y, Benjamin. Ouais, non, j'avais une question pour toi tu parlais d'artisanat, c'est intéressant. À ton avis, quelle est la différence entre un artisan et un artiste? Question piège, hein. Euh, Bah, c'est le côté utile vraiment de ce que va faire l'artisan en fait. Utile, pratique, technique. Je ne dis pas que l'art est inutile, bien sûr. Oui, disons que l'artiste part d'une page blanche, alors que l'artisan, il va perpétuer un savoir-faire qui va lui être transmis par un maître. Enfin, il y a toute cette notion de transmission, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand, on, quand je devais apprendre à faire du design produit, on étudie un artisanat. Et donc, en fait, on allait étudier toute l'histoire qu'il y avait derrière cet artisanat, les pays d'où ça pouvait venir, les influences culturelles, euh, tout un tas de, tout un tas de données qui vont influencer le projet. Et c'est ça qui m'intéressait le plus, en fait, la finalité d'avoir un objet qui servait. C'était vraiment pas au cœur du projet en général. Ça C'était pouvait être du mobilier ou comme ça pouvait être un vase, un lampadaire, mais en fait, c'était vraiment pas c'est- là le but ouais, du projet. c'était le projet en fait qui t'intéressait. C'est Mm, ça. mm. Et alors, comment tu enchaînes fort de ce constat que Et donc, finalement le produit final, bon, c'est pas ce qui t'intéresse le plus? après ça, en fait, je continue quand même dans le design. Et là, je pars dans une autre grande école qui est aux Pays-Bas, à Eindhoven, qui s'appelle Design Academy Eindhoven. Et en fait, aux Pays-Bas, ça fonctionne très différemment de la France parce qu'en fait, il n'y a pas tout à fait les mêmes sections. C'est beaucoup moins cloisonné et on n'est pas en design produit ou en design graphique ou en design d'espace. Ça va être plus centré autour de thématiques. Et à partir de ça, en fait, on va trouver une piste pour un projet et donc choisir la finalité qu'on veut. Alors, qu'est-ce que tu choisis toi comme piste? Et donc moi, je vais vers une section qui s'appelle communication, mais qui est en fait très très ouverte. Et globalement, je dirais que c'est une section d'art numérique. Donc en fait, on va se questionner sur et créer des problématiques autour de questions numériques. Et à partir de ça, on peut faire un site internet, on peut faire une publication, on peut faire une expérience en réalité virtuelle, on peut faire de la peinture si on veut. C'est pas du tout fixe le résultat des projets. Et c'est à ce moment-là que tu commences à vraiment manier les outils numériques? Ouais, c'est ça. En fait, ça avait commencé un tout petit peu quand j'étais en design produit, parce que on faisait un petit peu de 3D déjà. Et donc, je connaissais quelques bases j'avais quelques bases en 3D. Et là, en fait, à ce moment-là, quand j'arrive aux Pays-Bas, je me dis non, mais vraiment, ce que je veux faire, c'est du cinéma d'animation. C'est faire de Ah oui, l'image. donc ça revient quand même, cette histoire de Ouais, cinéma d'animation. Finalement, tu te dis non, je ouais, vais faire ça design revient produit, mais ça revient. Ok. au bout de 2-3 ans de design produit. Je me dis non, mais vraiment, faut que je fasse, faut que je sois, j'ai envie d'être réalisateur, quoi. Et donc là, en fait, vu que dans cette école, j'avais beaucoup de liberté, j'ai pris beaucoup de temps pour découvrir un peu le cinéma, même si c'était pas du tout une école de cinéma. Mais du coup, j'ai lu plein de livres sur comment est-ce qu'on écrit un scénario, comment est-ce que on fait des plans de caméra, du découpage, du son, du storyboard. Et tout ça, en fait, ça m'a permis vraiment, moi, de développer le côté cinéma d'animation, même si j'étais pas dans une école de cinéma d'animation. Ok. Et comment c'est... Enfin, ils prennent ça bien, ils t'encouragent, Enfin,
Voilà, Oui, ça m'intrigue effectivement. Comment est dispensé l'enseignement de ces outils numériques? Globalement, en fait, vu qu'on a beaucoup de liberté, c'est un peu un encadrement global. Et si l'outil à la fin, enfin si la finalité du projet est pertinente par rapport à nos recherches, ils vont vraiment aller dans notre sens. Et donc en fait, tout ce qui est technique, c'est moi qui vais l'apprendre vraiment de mon côté, un peu presque en autodidacte. Juste que l'école me permet d'avoir cet environnement propice à apprendre. Et après, eux vont vraiment m'aiguiller sur comment faire un projet, comment avoir des réflexions pertinentes et vraiment avoir une démarche artistique. intéressant. Et alors justement, qu'est-ce que tu as raconté à ce moment? Parce que tu te dis, ok, moi je veux être réalisateur, mais en général, quand on a envie d'être réalisateur, c'est qu'on a des Ouais. choses à dire. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les thématiques qui t'intéressent déjà à cette époque? Souvent, les thématiques là-bas sont un peu politisées. Et les premières, c'était un peu général sur l'homme et la machine, l'homme et le numérique. Et j'avais écrit quelques scénarios de science-fiction qui étaient vraiment très libres et qui n'étaient pas sujets à trop d'interprétation. Il y a une année où j'ai fait un gros projet c'était l'époque des Gilets jaunes en France. Donc en fait, j'avais fait tout un projet assez conséquent sur comment est-ce que on représente le pouvoir, pourquoi est-ce que en France on a tous ces monuments qui sont inspirés de la Grèce antique pour représenter le pouvoir, et comment est-ce que le peuple se représente lui-même. Donc c'est vraiment une réflexion autour de l'image. Et à la fin, j'avais fait une sorte de grande expérience en réalité virtuelle, donc avec un casque, et dans lequel en fait on était au sein d'une sorte de grande arène avec des temples gigantesques et sur un fond de manifestation. Ok, donc on commence à avoir déjà des thématiques affleurées qu'on va retrouver Ouais, plus tard. On va en reparler. Et alors, après les Pays-Bas, là, tu dis, bon, je vais rentrer à Paris. ouais. Je continue mes études ou de quoi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une année aux Pays-Bas où en fait je reviens à Paris et je vais aux arts décoratifs dans la section cinéma d'animation. Ouais, il y a une Parce grosse qu'en fait, section animation à l'ENSAD. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je sentais qu'il me manquait quand même quelques bases en animation. Si je voulais vraiment faire ça, il fallait que je fasse une école qui pouvait me l'enseigner. Donc en fait, je reviens en France pour faire du cinéma d'animation. Et c'était intéressant parce qu'en fait, moi, j'avais une approche beaucoup plus numérique et 3D, alors que au final, à Paris, c'était assez artisanal. Enfin, j'ai retravaillé un peu avec de la pâte à modeler, j'ai fait du stop motion. On a un grand spécialiste dans l'audience, là, hein, de pâte à Ah modeler. oui, il y a quelques faits. Et ça, c'était génial en fait de pouvoir de lâcher un peu l'ordinateur, de retravailler avec mes mains, de refaire comme je faisais au lycée des dessins animés en fait, vraiment avec des feuilles de papier. Donc c'est une feuille par dessin et je sais pas, il y a un rapport physique à l'animation quand pour faire une minute d'animation, du coup on a une cinquantaine de feuilles devant soi et on a un bloc de feuilles avec des dessins. Et donc, euh, et donc ça me plaît toujours. Là, je rentre aux Pays-Bas pour faire mon diplôme de fin d'études. Et je décide de passer l'année à écrire et réaliser un film d'animation. Donc vraiment que je souhaitais être le plus abouti possible, vu que c'était aussi la fin de mes études. Euh, je ne savais pas encore ce que j'allais faire après, si je voulais intégrer un studio de cinéma d'animation, par exemple. Oui, tu t'es Et donc, cherché finalement, parce que je vois que tu as eu fait des allers-retours sur les outils. Tu es passé ouais. du papier au digital, puis du digital au papier à nouveau dans les outils. Puis après, tu t'es dit, je vais écrire un scénario, je vais écrire des choses, j'ai des choses à dire. Mais Mm, tu te percevais plus comme un porteur de projet plutôt que comme un exécutant finalement. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et parce qu'en fait, c'est à la fois une bonne chose et parfois un peu compliqué quand on veut trouver un métier par la suite. Mais quand on est à l'école, on n'a pas du tout de contraintes de projet, de financement, on n'a pas de clients. Donc en fait, j'ai testé, oui, du motion design, de la réalité virtuelle, j'ai fait un peu de bande dessinée. Et donc, ouais, j'allais un peu à droite à gauche. Bah, Et
Ben voilà, nous qui aimons toujours ce lien entre le physique et le digital, on est en plein dedans. C'est ce que tu voulais faire toujours. Mm. Et alors, à un moment donné, tu te dis, je vais être artiste ou tu y arrives un peu par hasard? Bah, j'y arrive un peu par hasard parce qu'en fait, je termine mon diplôme en 2020 et je continue dans cette idée de devenir réalisateur de films d'animation. Et donc je travaille avec un distributeur pour envoyer mon film dans des festivals. Ça marche plutôt bien, il est sélectionné, un petit peu primé. Mais en fait, j'ai quand même cette sensation post-diplôme qui est un peu creuse où je me dis, mais en fait, c'est quoi mon métier? Ça fait déjà 7 ans que j'ai fait des études et j'ai toujours pas vraiment de métier précis. Donc je commence un petit peu en tant que freelance à faire du motion design, parce que c'était ce qui était le plus logique. Donc je travaille un peu pour des clients, je travaille pour des musiciens, je fais des clips de vidéo, je travaille un peu pour d'autres artistes en fait. Mais je sens que j'ai pas encore tout à fait ma patte artistique et qu'on vient me voir plus pour des compétences techniques que vraiment artistiques en fait. On me demande pas de faire ce que moi je sais faire. Et alors, quel est le déclic? À quel moment tu oses t'exprimer? Euh, quand je me cherche un peu et puis en fait j'ai besoin de travailler pour moi. Je sens que faire du cinéma d'animation, je vais pas aller dans un gros studio pour être une petite main, ça m'intéresse pas. Je préfère être indépendant. Mais je me vois pas refaire un film, repasser une année entière pour faire un film qui je sais pas où est-ce que ça pourrait m'emmener en fait. Parce que quand on est amateur comme ça, il y a un petit milieu de niche de cinéma d'animation qui aime bien aller dans les festivals. Mais globalement, ça paye pas beaucoup à la fin. Et donc, je me mets un défi, un challenge qui est assez connu dans le monde du motion design. Et je connaissais Beeple, enfin, ça faisait 5-6 ans que je connaissais déjà. Et je me suis dit, bon, bah, lui, il poste tous les jours depuis 13 ans. Enfin, ça faisait 12 ans à l'époque. Et je me dis, bah, je vais faire ça aussi. Comme ça, je vais pouvoir développer vraiment mes compétences techniques. Je vais ouais, m'améliorer, cultiver un univers personnel. Et donc, c'est fin 2020, je commence ce projet de faire une publication par jour sur Instagram. Et à ce moment-là, t'as pas encore entendu parler des NFT. Non, pas du tout. Ok. Il y a Beeple en ligne de mire, enfin un peu en modèle, mais pas encore les NFT. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu te mets à publier tous les jours sur Insta. D'ailleurs, je vais mettre en lien ton Insta là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça change quelque chose dans ta création, dans tes contacts, dans ton réseau, dans tes envies? Qu'est-ce que ça déclenche? Bah moi, ça me motive en fait à travailler encore plus pour moi en fait, parce que j'adore faire ce que je fais. J'adore faire ça. En fait, c'est aussi ce qui me plaisait beaucoup dans le cinéma. C'était le moment donné où t'as un cadrage, un personnage qui est là, tu vas ajouter des lumières, tu vas choisir des couleurs, vraiment créer une ambiance. Et en fait, ce que je faisais sur Instagram, c'était de faire des portraits, donc presque comme un travail photographique, juste que j'utilisais des outils numériques. Et donc ça me faisait ce petit cinéma sans contrainte de scénario, sans contrainte d'animation, juste tous les jours une image et voilà. Je me demande si ça va pas faire plus de clients ou enfin si je vais peut-être pouvoir ouais, trouver des clients pour faire du motion design. Je savais pas trop. Ouais, tu le fais hyper spontanément parce que t'en as Ouais, besoin finalement. ouais c'est ça. Mm, mm. Ouais c'est ça. Et en fait là, bah, assez rapidement, on arrive en mars 2021 et c'est le mois où tout bascule. Et les NFT arrivent un peu dans le grand public, dont moi, en fait, parce que je connaissais pas ça du tout avant. Bah, c'est Et surtout au moment où ton artiste de référence Beeple vend son travail 69 millions de dollars. ouais, en Mais plus. il faut rappeler, c'est important que tu reparles de ça, parce que beaucoup de gens ont vu passer ça, mais n'ont pas Ouais. compris que le grand JPEG qu'a vendu Christie's, en fait, c'est un agrégat de Mhm, 5000 œuvres originales qui ont été faites pendant 5000 jours, parce que Beeple a commencé en 2007 mhm. à publier une œuvre originale par jour sur ses réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Et donc, c'est ça qui t'a donné envie. Donc, mais quand tu dis, tu as découvert Beeple fin 2020, mais ils vendaient déjà des NFT à l'époque. Hein. Ah oui?
Bah peut-être, mais en fait, Je suis pas sûre, Benjamin. Il a pas commencé avec justement la vente de Christie's? Non, il a commencé avec le Trump. Tu sais, quand à la défaite de Trump, il a mis un Ah Trump avec oui, le petit oiseau exact. bleu. Et Ouais, ça a ouais. été vendu sur Nifty Gateway. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et oui, et à l'époque, ça atteignait des prix du style 2-3 000 dollars et les gens étaient stupéfaits qu'une petite animation parte à 2 000 dollars déjà à l'époque. Quand on imagine aujourd'hui, ça fait rêver, mais c'est ce que disait Brian, notre ami collectionneur. Il avait acheté des Beeple à même 1 000 dollars et il trouvait ça cher déjà à l'époque. Ouais, parce que en fait, Beeple, je le connaissais, je le connais, je crois, depuis peut-être 2015-2016. En fait, c'est à partir du moment où je me suis vraiment intéressé à la 3D. Et, euh, et c'est juste que c'est Beeple parmi en fait beaucoup d'autres artistes qui étaient motion designers à côté. En fait, c'était leur métier. Faisaient ce travail artistique sans jamais imaginer que ça allait pouvoir être vendu. Donc, en fait, quand lui vend ça en mars 2021, je réalise que c'est potentiellement un métier et bon, en l'occurrence, qui rapporte énormément pour lui. Je ne sais pas si un jour je pourrais vendre autant, c'est sûr, mais en tout cas, c'est un vrai métier d'être artiste numérique. C'est très important ce que tu dis. C'est un message qu'il faut diffuser largement, c'est-à-dire que les NFT ont permis à toute une génération d'artistes numériques comme toi de pouvoir imaginer une carrière dans ce milieu-là, d'imaginer de pouvoir gagner sa vie honorablement. Parce que oui, bien sûr, il y a des records de vente chez Beeple, mais il y a des milliers d'artistes qui vendent leurs créations quelques centaines d'euros, mais régulièrement, et ils peuvent envisager d'en vivre, en fait, de quitter leur travail habituel et de se lancer comme artiste indépendant. Et donc ça, c'est une énorme révolution et je pense que tu as bénéficié de ça et génial. Enfin, bravo, c'est génial. Tu étais là au bon moment mais c'est encore le moment de le faire, hein, je pense. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur tes œuvres. Et ce qui est assez amusant par rapport à tout ce que tu viens de nous raconter, c'est que là, tes œuvres ne bougent plus. Donc tu as complètement laissé tomber l'animation. Alors pour l'instant, c'est un peu en pause, parce que ça prend beaucoup de temps de faire de l'animation, et j'avais vraiment envie d'explorer tout un potentiel vraiment purement visuel avec les outils que j'utilise. Ouais, c'est-à-dire que pour balancer une image tous les jours sur Insta, c'était pas possible de la faire en animé, c'est ça, C'est ça. concrètement parlant. Donc c'est marrant comme les contraintes qu'on se met, c'est une des réflexions qu'on se fait souvent, comme quoi les contraintes modèlent finalement les créations et les œuvres qui en découlent. C'est ça, hein? Ceci dit, il y a une Ouais. narration très forte, hein. Quand on regarde tes images, oui, elles sont fixes, mais d'abord elles sont en 3 dimensions. Donc on a l'impression d'être dans la scène avec les personnages. C'est très inclusif. Tu fais des références à des tableaux célèbres qui eux-mêmes sont dans le mouvement. C'est-à-dire on participe, on voit bien que les personnages sont en pleine action. En fait, il y a une scène. En fait. C'est vrai qu'on est toujours sur des moments suspendus. Effectivement. Bien vu, Benjamin. Ouais, j'aime bien essayer toujours de garder cet aspect cinématographique, en fait, de raconter quelque chose. Même les titres de tous les portraits, ce sont des prénoms à chaque fois, comme s'ils avaient une identité. Donc je ne sais pas encore exactement où est-ce que cette collection va m'emmener, mais peut-être qu'à un moment donné, je pourrais essayer de tisser une sorte de grand scénario, d'environnement dans lequel il pourrait se placer aussi. Tu peux nous parler un peu de tes thèmes de prédilection ou de tes process de création, en fait, pour poster une image par jour? Où est-ce que tu vas puiser l'inspiration? C'est beaucoup dans la photographie, dans la mode. Euh, ouais, je fais une veille assez grande de tous ces médias-là. Mais aussi beaucoup, en fait, maintenant, je m'inspire de tableaux de la Renaissance, de tableaux néoclassiques. Et, euh, et donc ça, c'est une autre partie de mon travail qui est devenue une partie assez importante maintenant, en plus des everyday. C'est que je réinterprète des tableaux qui font, euh, qui font référence à... Enfin, je réinterprète des tableaux de Jacques-Louis David, qui est un peintre néoclassique, et également des tableaux de la Grande Galerie du Louvre. Alors pourquoi? Pourquoi ces artistes-là? Et pourquoi réinterpréter des tableaux classiques? Euh, Ou dans l'autre sens, peut-être, ma question.
Ouais, bah, les deux. Euh, D'une certaine manière, en fait, je suis assez fasciné par ces tableaux-là, juste de manière assez sensible. Et j'avais aussi besoin, je trouvais pas forcément ma place dans le monde du crypto art. J'avais besoin de retourner un petit peu à mes basiques, aux choses que je connais, aux grands classiques de l'art en fait. Et il faut dire aussi qu'en fait tous les tableaux qui sont au Louvre, ça a toujours été des sujets d'étude pour les peintres. Donc en fait, dans toute l'histoire de l'art, la plupart des peintres se sont toujours, enfin, ont travaillé, ont fait des études à partir de tableaux célèbres comme ça, pour comprendre un petit peu la subtilité des compositions d'une image, euh, comment est-ce que les mouvements du corps apportent. C'est vrai, il y avait des cours enfin, des cours de copie en fait de tableaux quand tu étais étudiant aux Beaux-Arts, etc. C'est vrai que beaucoup d'artistes ont passé enfin, leur formation à copier des tableaux. Mais là, Mm. on n'est pas. Toi, ce que tu fais, c'est pas de la copie, donc c'est de la réinterprétation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu veux dire à travers ces réinterprétations? Mhm. Qu'est-ce que tu apportes à l'œuvre originale? Euh, En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de confronter un peu cette peinture très académique avec les outils numériques que je maîtrise. Et donc, en fait, ça me permet de les transporter dans une sorte de monde un peu futuriste, un peu énigmatique. Et donc, je réutilise leur dimension un peu cinématographique, parce que je trouve, par exemple, dans les tableaux de David, on a l'impression d'être dans un film, mais à un moment T. Et si on regarde chaque personnage, on peut comprendre une partie de l'histoire. Tout est très dramatique en fait. C'est un petit théâtre, Ouais. ces tableaux. Moi, j'allais dire que tu t'inspires de Jacques-Louis David, faut le rappeler quand même, qui est Mhm, le peintre de la Révolution française, phagocyté par mhm. Napoléon Ier, qui l'a pris sous son aile, qui a dit, toi, Jacques-Louis, tu vas me faire tous mes tableaux en majesté, où on voit tous les Napoléons sur son cheval, où on voit le sacre de Napoléon, tout ça a été peint par David. Et toi, à mon avis, tu reprends les tableaux les plus forts de David. Et dans ces tableaux-là, il y a la guerre, il y a le pouvoir, il y a l'asservissement, il y a le peuple par rapport à son dirigeant, il y a tout ça dans tes œuvres. Et tu reprends des tableaux très symboliques de David. Et à mon avis, il y a un fil qui te relie au moment des Gilets jaunes, où tu as compris qu'il y avait des luttes de pouvoir, qu'il y avait le peuple face à ses dirigeants, qui était un moment de catharsis incroyable en France, où tout le monde a pris peur. Enfin, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu avais été marqué par cette époque-là, cette petite révolution à l'époque, on disait. Et David t'inspire pour ça, à mon avis. En fait, tu parles du rapport entre le pouvoir et la politique, finalement. D'ailleurs, tu n'es pas le seul, hein. Il y a le grand P-Boy, hein, Pascal Boyer, qui a aussi réinterprété, non pas David, mais Delacroix, avec également en mettant en scène les Gilets jaunes. Donc, comme quoi, on est sur un vrai sujet de représentation du pouvoir, et comme tu disais tout à l'heure, Louis-Paul, de même comment le peuple en fait se représente. Ouais, en fait, c'est vraiment un. Je trouve ça tellement fort quand on voit des images comme ça et le fait que ça devienne politique et historique, je trouve ça assez transcendant. Ouais. Et après, pour tout ce qui est grande galerie du Louvre, il y a un côté. Bah en fait, c'est aussi le lieu qui m'inspire beaucoup. Parce que c'est une des ailes principales du Louvre. Et il y a une impression d'infini. Il y a plus de 200 tableaux, il y a 50 sculptures. Et c'est une salle majeure où le musée prend son origine aussi, en fait. Je trouve qu'il y a un peu des liens à faire entre la période actuelle, avec le NFT, l'art numérique qui se renouvelle, et ce lieu de la Grande Galerie du Louvre, donc qui était l'origine du musée. Enfin, c'est une des premières grandes salles du Louvre qui est ouverte après la Révolution, où on va exposer les collections privées royales. Et en fait, ça devient un des premiers musées mondiaux quasiment. Tu peux Et donc, m'expliquer le lien, pardon, je suis assez intéressé par ce que tu dis, par rapport au ouais, parallèle entre le monde des NFT et ouais. la Grande Galerie du Louvre. Euh, c'est qu'en fait, quand elle est ouverte au début du 19e siècle, c'est un des premiers musées. Et en fait, ça va ouvrir l'art à tout un, à beaucoup plus de personnes. Et je trouve qu'en fait, les NFT, aujourd'hui, ce nouveau format, il apporte de nouveaux usages, il y a de nouvelles plateformes. Et il y a plein de nouveaux collectionneurs qui n'étaient pas forcément
sensible aux musées, sensible aux galeries d'art. Ça dépoussière un peu le marché et d'une certaine manière, ça a créé des nouveaux lieux de création, en fait, d'exposition. Ça rend plus accessible en fait, un peu Mm. comme la grande galerie du Louvre aurait rendu à l'époque Ouais, c'est les ça. œuvres d'art plus accessibles. Ouais, ouais, je comprends. Euh, Moi, j'aimerais revenir non pas sur ces réinterprétations classiques, mais sur tes mises en scène de personnages dans des ruines. Mhm. Qui me font beaucoup penser en fait à toute la métaphysique, enfin, tout le surréalisme et la période métaphysique. Moi, j'ai l'impression que ces personnages sont dans Léour. Alors, je ne sais pas si tu connais ce quartier de Rome. C'est un quartier qui a été créé par Mussolini, très Ouais, ouais. néoclassique, et où on se sent un peu perdu comme ça dans des ruines contemporaines. Et voilà, pour moi, il y a quelque chose d'à la fois très spirituel, très, ouais, très métaphysique. En fait, c'est d'avoir passé aussi beaucoup de temps pour moi dans tout l'univers de la Renaissance, qui s'inspire beaucoup du monde antique. Et, euh, et oui, en fait, cette idée de ruine, ça fait longtemps que je la développe. Parce que j'aime bien imaginer un peu le... Enfin, j'ai une thématique qui me suit beaucoup, c'est l'écologie. Et globalement, tout ce qui est théorie de l'effondrement, de savoir ce qu'on peut avoir dans plusieurs siècles, comment est-ce qu'on va imaginer les ruines de notre monde. Et je trouve ça fascinant en fait de voir les ruines gréco-romaines qui étaient une des plus grandes civilisations il y a 2000 ans, et de voir qu'aujourd'hui on est encore au milieu de ces ruines. Et justement, je disais que j'avais voyagé beaucoup quand j'étais enfant, et justement ce qui est, tout ce qui est ruines en Italie, en Grèce, ça m'a toujours fasciné. Ouais, c'est vrai que quand on se balade à Rome, on est Mm. vraiment au milieu de la ville, on sort d'un café et hop, on est propulsé à plusieurs millénaires en avant. Ça recentre toujours un peu. Euh, je- il va être 45 si dans l'auditoire vous avez envie de poser des questions en direct à Louis-Paul, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait monter sur scène. Ben oui, et puis Lucie et Léonore, peut-être une question simple aussi à Louis-Paul par rapport au NFT. De manière très concrètement, est-ce que tu as exploré tes premières plateformes? J'ai vu que tu vendais sur OpenSea, Mhm. mais tu en as minté beaucoup des NFT. Enfin, j'ai du mal à tous les trouver d'ailleurs. Non, en fait, j'en ai pas minté beaucoup parce que ça fait donc 1 an que je suis vraiment, enfin 2 ans que je suis vraiment artiste contemporain. Mais j'ai voulu prendre le temps un peu de savoir vraiment comment me placer, de savoir comment fonctionnait le marché pour pouvoir commencer à vendre. Et donc j'ai commencé au début de l'année à travailler avec des galeries en fait. En fait, j'avais un petit peu envie d'avoir une présence physique à Paris. Donc j'avais envie d'avoir des expositions d'abord avant de me lancer complètement dans le monde crypto. Euh, Donc, tu as exposé donc en galerie à Paris. Quelle galerie, par ouais, exemple? j'ai travaillé avec la galerie Charlot. Il y avait un événement au mois de février, on a fait un événement NFT. Et là actuellement je suis exposé donc à la galerie Schwab pour, pour une exposition qui s'appelle Renaissance digitale. Et donc j'expose en physique mes œuvres. Donc en fait c'est imprimé, c'est vendu sous forme physique et c'est aussi vendu sous forme de NFT parce que la galerie Schwab enfin, ils sont un petit peu précurseurs là-dessus avec une manière de vendre leurs NFT. Ils exposent également dans le Crypto Voxel. Donc si on peut voir en ligne les œuvres également. T'es familier du sujet, Benjamin? Oui, oui, je Oui, les adore, Schwab. ouais, Tu as raison. En plus, ils sont très précurseurs. Ils ont acheté un land sur CryptoVoxel, qui est un métavers, et ils font depuis plus d'1 an maintenant des expos. À chaque expo physique, ils font la même expo en digital sur leur métavers avec des œuvres NFT des artistes. Et donc, toi, Louis-Paul, c'est ça. Donc, toi, tes œuvres, elles sont évidemment digitales, elles sont créées sur mhm. un ordinateur, mais tu imprimes une version sur un papier haute qualité, évidemment, j'imagine. Mais tu proposes aussi, évidemment, d'acheter l'œuvre en NFT, et là, on reçoit le fichier numérique Mm. contre des Ethers. Voilà. Ouais, c'est imprimé sur aluminium précisément, parce que ça me permet, je trouve, d'avoir l'éclat qu'il y a
sur écran en fait. Je retrouvais pas ça sur du papier. Euh, Qu'est-ce que ça apporte pour toi, ou selon toi, le fait de les avoir physiquement alors qu'elles ont vraiment été créées à l'origine par des écrans, pour des écrans? euh, pour l'instant, c'est aussi une question de collectionneurs et de personnes qui voudraient s'approprier l'œuvre. Je trouve qu'il n'y a pas tout de suite forcément les usages pour les NFT pour une grande partie des collectionneurs. Et aussi, en fait, j'aime bien la partie sensible et physique d'avoir une œuvre d'art. Tout ce qui est tableau de la grande galerie, je les ai fait imprimer au format original en fait de l'œuvre. Donc, si on va voir à la galerie Schwab l'exposition, on peut voir les œuvres. Et si on va à quelques centaines de mètres de là, dans la grande galerie du Louvre, on voit la même taille, les mêmes œuvres en fait. Je pense que Thierry Edouard aurait pu demander des prêts du Louvre quand même, ça aurait mérité, pour mettre à côté tes œuvres. Je sais pas si on pensait, mais bon. Moi, je suis passée voir l'expo et c'est vraiment chouette, effectivement, de pouvoir les voir se matérialiser ainsi. Mhm. Après, moi, je t'avoue que je les trouve plus puissantes sur écran, tu vois. Mm. Voilà, mais je comprends que des collectionneurs puissent être plus sensibles à la version physique. Je sais pas si Benjamin, toi, je sais qu'on a toujours ce grand débat. Ouais, ouais, mais Louis-Paul a raison, il parle de quelque chose d'important. Il parle de se connecter à un public qui ne connaît pas l'art digital, encore moins les NFT évidemment. Et donc, c'est une contrainte supplémentaire de l'artiste qui doit toucher son public. Je veux dire, un artiste doit communiquer avec d'autres personnes, sinon ce n'est pas un artiste. Voilà, je le redis, les gens qui disent l'artiste, il fait ses créations et il déteste que les créations quittent l'atelier. Non, au contraire, l'artiste doit faire quitter ses créations pour se connecter aux autres. Et pour se connecter aux autres, on fait tout notre possible. Et il a raison. Et la galerie Schwab dit bah, il faut imprimer parce que les gens ne connaissent pas l'art digital. Donc peut-être qu'en imprimant sur papier, les gens se disent tiens, c'est intéressant. Ah, ça existe aussi en digital. Ils vont voir alors ce qui se passe en digital. C'est comme ça qu'il faut les amener progressivement. Et tu as raison, Louis-Paul, de le faire. Mais ma question, c'est tu dis, quand tu réimprimes, quoi, quand tu imprimes, tu respectes le tableau d'origine. Donc, quand tu t'inspires de Jacques-Louis David, qui fait des tableaux de 4 mètres de haut, tu n'imprimes pas en 4 mètres, mais tu respectes une sorte de proportion, c'est ça? Alors il y a uniquement pour les tableaux de David que j'ai réduit la taille. Mais pour tout ce qui est grande galerie du Louvre, en fait, par exemple, il y a un Saint-Sébastien qui fait 2 mètres sur 1,10 m et à la galerie Schwab, il fait 2 mètres sur 1,10 m. Et en fait, pour moi, c'est assez incroyable parce que quand je travaille sur mon écran qui fait peut-être 50 par 50, je me rends pas compte de la dimension d'un tel tableau. Et donc là, de les imprimer, ça me permet aussi de sortir un peu de mon écran, d'avoir un côté bah, un peu plus tangible, un peu plus vraiment physique, quoi. Et qui moi, me booste, en fait. Enfin, je trouve ça vraiment beau de les voir si grands. Après, ça aurait été tout aussi bien sur un très grand écran aussi, très certainement. Et alors, what's next? Quels sont tes futurs projets ou tes futures sources d'inspiration? Est-ce qu'il y en a déjà en cours? Alors là, je travaille sur un autre projet que j'avais déjà exposé un petit peu en février et qui sera exposé ce week-end à Bruxelles, à la Art Fair de Bruxelles, et qui parle de réchauffement climatique. Donc là, je commence à introduire des thématiques qui sont un peu plus personnelles, euh, où je dépeins un avenir caniculaire dans lequel tous les personnages ont trop chaud et sont vraiment abattus par la chaleur. Tout est un peu désertique, donc c'est une vision du futur, euh, sans que ce soit trop dramatique. C'est des personnages qui sont un peu las de la vie. Euh, et donc ça, c'est un projet qui débute et j'aimerais faire plus d'images comme ça. Ça, pour le coup, c'est en vidéo. Donc là, c'est pour moi le NFT prend vraiment du sens quand c'est de l'art vidéo parce qu'en fait, tout simplement, on pourrait pas l'imprimer. Et donc, tu t'es vidéo avec, enfin, t'as vraiment filmé ou c'est de l'animation vidéo? Pardon, c'est peut-être une question bête.
Non, non, ouais, non, c'est de l'animation Ah vidéo. ouais, C'est de ok. l'animation 3D. Donc t'as pas pris une caméra pour Non, aller filmer, quoi. Ouais. Donc tu non, reviens un petit peu à tes premières amours. ouais, c'est ça. En fait, je trouve ça intéressant d'aller vers ce format-là parce que c'est presque comme une image fixe. Mais d'ailleurs, elle est disponible dans mes vidéos sur Instagram et aussi sur mon profil OpenSea. Et c'est presque une image fixe, c'est presque comme un tableau qui bouge lentement. Donc, euh, donc ouais, c'est pas du film, mais c'est de C'est la de la... peinture Ouais, qui bouge, quoi. ok. D'ailleurs, tu définis comment ton process artistique de la peinture numérique? Euh, je dis art numérique en général, parce que c'est pas de la peinture après, c'est vraiment de la modélisation 3D, donc c'est plus proche du cinéma d'animation. Fixe. Ok. En fait, il va falloir inventer plein de nouveaux mots pour toutes ces nouvelles techniques et toutes ces nouvelles catégorisations. Benjamin, tu voulais dire quelque... Ouais, on pourrait demander à Louis-Paul, tu as raison, Lucie et Léonore. Louis-Paul, tu te qualifies comme NFT artiste ou crypto artiste ou artiste digital ou artiste 3D d'ailleurs, ou tout à la fois. Euh, plutôt artiste digital. Plutôt artiste digital parce que je trouve que crypto artiste, il y a vraiment un côté Web 3 que j'ai pas forcément. Artiste 3D pour moi, c'est tout de suite jeu vidéo ou, euh, ou cinéma d'animation justement où on modélise en 3D. Et ouais, artiste digital, ça me plaît plus, même si bon, c'est pas très précis, ça veut juste dire que j'utilise des outils numériques pour faire de l'art, mais pour l'instant, c'est ça. Oui, non, mais ça a du sens parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il commence à y avoir des catégories d'artistes qui se définissent différemment dans cet univers. Mais je vois bien que ta préoccupation, c'est plutôt de faire un art qui est vraiment proche de toi, un art très intimiste en fait, enfin, très, très personnel, plutôt que de t'inscrire dans du NFT ou dans une façon de vendre en NFT ou de proposer même une collection. Enfin, pourtant, ça pourrait ressembler à une collection quand tu t'inspires de David. On a l'impression que c'est toujours les mêmes personnages qui se transportent d'une œuvre à une autre et qui vivent plein d'aventures différentes, comme aussi une grande bande dessinée que tu avais étudiée à l'époque. Et donc, il y aurait une histoire à raconter qui serait intéressante dans une sorte de série comme ça, je pense. Ouais, c'est pour ça aussi que je me sens pas forcément artiste NFT parce que pour moi, le NFT, c'est vraiment uniquement un outil quoi, de vente finale. Mais, et l'aspect collection me plaît pas toujours dans les projets. Je trouve que parfois c'est un peu écrasant d'avoir d'un coup 10 000 personnages. Peut-être qu'on Euh, peut parler de série dans ce cas-là plutôt que de collection, parce qu'une collection dans l'univers des NFT, oui, c'est vraiment euh, très ciblé. Enfin, il y a des critères de rareté, etc. Enfin, là, on est plus dans une démarche de série, comme beaucoup d'artistes ont fait, j'imagine. Qu'est-ce que tu en oui, penses, c'est vrai. Benjamin ou Florent? Ben, c'est ce que disait CryptoClay la semaine dernière. Effectivement, faut différencier les sérigraphies des artistes et les collections des startups qui du coup ont pas leur. Exactement. Enfin voilà, enfin il y a un mème qui tourne pas mal du coup sur crypto Twitter. On fait que demander de l'utilité aux artistes, C'est comme ça. si c'était en fait une collection. Enfin voilà, comme s'il y avait un vrai projet derrière, alors que bon, la seule utilité de l'art, c'est d'être inutile en quelque sorte. Exactement. Justement, Florent, est-ce que tu voulais poser une question à Louis-Paul avant qu'on attaque la dernière partie de la room? Ben, elle a été très bien menée cette room, donc vous avez répondu à toutes mes questions. Moi, j'aimais bien justement l'aspect, enfin ton parcours qui est quand même, tu fais pas mal d'allers-retours et c'est vrai que je trouve que le médium, enfin tu l'as un peu réduit le médium du NFT à juste un moyen de vente, mais c'est vrai que si tu veux te lancer dans ton projet initial, tu vois, de court métrage ou long métrage, ça peut être justement un outil qui va au-delà de la commercialisation, mais qui te permet justement peut-être de façonner ou de, tu vois, prendre moins de risques dans le lancement d'un gros projet comme ça, parce que tu sais que tu as des gens enfin, derrière qui aiment ton personnage, qui aiment ton univers, et donc qui seraient prêts potentiellement à aussi financer.
Tu vois, au travers justement, ça pourrait être un compromis entre la collection et la série, dans le sens où tu fais enfin, je pense que les artistes, de plus en plus, de toute façon, enfin, il y a pas beaucoup d'artistes qui lancent des collections de 10 000, enfin, d'eux-mêmes, en fait, des vrais collectibles. Donc, c'est vrai qu'avoir des séries, du coup, plus petites, tu vois, de quelques exemplaires, mais qui te permettent, du coup, de lancer un plus gros projet derrière, enfin, je trouve ça intéressant, sachant que tu commences à t'y mettre gentiment, en fait. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Surtout quand on vient de Rouen, comme toi, Louis-Paul. Rouen est la première série faite par Monet, qui a peint la cathédrale de Rouen, je crois 21 fois ou 22 fois, la même façade, avec des lumières différentes. Mm. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié que Monet avait fait son collectible en son temps. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Florent. J'ai réduit NFT à l'aspect vente uniquement parce que du coup, quand je pense pour l'instant, c'est juste une image, un moyen de le vendre. Mais ouais, tout l'aspect communautaire et tout ça, ça peut être très intéressant de le développer et de pouvoir booster des plus gros projets derrière. Ouais. Bah, en fait, par exemple, mon projet de la Grande Galerie du Louvre, j'aimerais peut-être, parce que pour l'instant, sur les 200 tableaux, j'en ai réapproprié une trentaine, mais j'aimerais qu'à la fin, ce soit peut-être une grande expérience en réalité virtuelle, dans laquelle on peut se balader dans ma grande galerie avec tous les tableaux originels. Mais du coup, ça demande ouais, de l'investissement et des gens derrière, en fait, qui sont motivés pour me suivre. C'est pas mal ça comme projet de reconstituer une grande galerie avec tes œuvres à toi. Je vous propose de passer aux petites questions de fin, parce que l'heure tourne déjà. Bon, alors la question habituelle, mais tu t'as déjà répondu un petit peu, mais est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire? En général, je demande crypto ou pas, mais là, je vais te demander un ou une artiste crypto, puisque tu nous as déjà donné des sources d'inspiration plus traditionnelles. Euh, Alors vraiment crypto, en fait là j'ai découvert parce que je travaille du coup avec la galerie Charlot, qui est une galerie d'art numérique, et donc je découvre plein d'artistes numériques vraiment géniaux, vraiment intéressants, qui pour le coup eux font ça depuis les années 90-2000. Euh, je conseille Sabrina Raté, qui est actuellement à la Gaieté Lyrique, et qui a Oui, une grosse exposition là-bas. absolument. Absolument. Très bonne référence. Est-ce que toi, tu es collectionneur, Louis-Paul, de NFT? Eh ben, pas du tout en fait. Pas du tout. Ça peut être étonnant, mais je suis pas très collectionneur. En tout cas, pas pour l'instant. Tous les NFT que j'ai, c'est ceux que j'ai pu minter. Mais, Et est-ce que mais j'en ai encore jamais acheté. est-ce que tu regardes un petit peu quand même des artistes crypto? Tu te dis, ah, ça, j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien voir un Beeple, ou pas. Pour l'instant, tu te concentres sur ton travail. Hum, pour l'instant, j'avoue, je me concentre sur mon travail. Je serais presque peut-être plus tenté d'acheter des œuvres physiques pour chez moi. Euh, mais, euh, mais en fait, après, j'aimerais bien participer quand même à certains projets. Par exemple, je voyais récemment des projets qui se font en réalité virtuelle, des musées entiers. Il y avait le VR Museum, qui était vraiment passionnant, qui était fait par Boltron, qui est un artiste digital. Et ce genre de projet, j'aimerais bien en fait acheter un NFT pour participer, pour le financer. Ok, donc t'es quand même pas loin de franchir le cap. Ouais. Et alors, dernière question pour moi. Quel est l'invité que tu aimerais écouter dans ce podcast? Euh, Sabrina Raté, Ok. que j'ai conseillé tout à l'heure. Elle s'est lancée dans les NFT déjà? Ouais, elle va en exposer un aussi à Bruxelles. Ok, vous allez vous retrouver là-bas. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Louis-Paul. Avec plaisir. Je vais passer la main à Florent pour toute la partie giveaway, parce que c'est un petit peu la tradition du podcast que nos invités nous soutiennent un petit peu en nous offrant un giveaway. Donc, est-ce que toi, tu serais OK pour ça, déjà, pour nous soutenir comme ça?
Bah ouais, bien sûr, avec plaisir. Ouais, ouais. Ce sera un peu une exclue parce que du coup, C'est j'ai pas clair. encore mis mes everyday vraiment en vente. Il n'y a que ceux qui sont à la galerie Schwab, justement. Trop bien. Mais tous les Donc, autres sont encore. giveaway un en peu- exclu pour c'est l'art ça. du NFT. Et bah, je vais laisser la main à Florent, en tout cas, pour le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Ouais, les oreilles attentives De de Serge. Serge, qui est avec nous dans la room. Louis-Paul, je vais te demander, s'il te plaît, de me choisir un ou une gagnante en me donnant un numéro entre 1 et 39, s'il te plaît. Bah, je vais dire 23. Alors, 23, figurez-vous que je voulais tenter un truc en sortant le roulement de tambour, parce que du coup, ça me prend du temps à chaque fois de trouver. Mais je crois que la vidéo est trop... Je sais pas si vous avez entendu du coup. Un petit peu. Ok, bon, faudrait que je me prépare plus. Alors attendez, désolé, 23, ça m'arrange pas en plus parce que c'est en milieu. 10, 11, 12, 13... Ah, ça le refait. Et le gagnant est Bad Monkey NFT. Donc félicitations à toi, Bad Monkey NFT. Je crois qu'il il est déjà passé quelques fois dans la room. Voilà. Et du coup, Louis-Paul, il faudrait que tu penses à nous envoyer le visuel de ton œuvre. Comme ça, voilà, on fera un beau petit tweet pour retweeter la room de ton épisode aussi. Et que nos auditeurs et nos auditrices puissent découvrir ton travail. Eh bien, merci à tous pour cette, encore une fois, chouette heure passée tous ensemble. Merci Louis-Paul.